Merci Isabelle, merci Pierre pour cette introduction. Alors, je vais vous partager mon écran. Hop, si tout se passe bien, ça devrait fonctionner. Donc, comme, comme dit précédemment, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure des interrogations qui vous viennent. Là, je vais parler pendant à peu près une quarantaine de minutes, si j'arrive à tenir mon timing. Et on prendra un moment ensemble ensuite pour échanger et répondre à toutes les interrogations que vous pourriez avoir. Et donc, Isabelle se fera le relais des questions. Pour me présenter un petit peu plus en détail, donc Isabelle vous a déjà dit que j'avais passé quelques années à Shanghai et que je travaille chez Octo Technologies. C'est une ESN, j'y travaille depuis un peu plus de 3 ans et demi. Et c'est vrai que je viens pas tout à fait du monde de la conception numérique. Moi, j'ai une formation de designer industriel, puis j'ai continué mes études dans l'innovation centrée utilisateur à Shanghai, puis j'ai commencé à exercer en tant que user researcher. Et après, je suis revenue en France et c'est à ce moment-là que je suis vraiment tombée dans la conception numérique. Je suis rentrée en 2016 et je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui me passionnait. Au fur et à mesure de mes expériences, j'ai eu l'occasion de travailler sur de nombreux dispositifs, donc avec différents, corps de métier et j'ai toujours vraiment oscillé entre des dispositifs projets et produits et c'est pour ça que je vais vous en parler un petit peu plus en détail aujourd'hui et quelle est la perception que j'en ai aujourd'hui et comment ça influence vraiment la manière dont on collabore avec les différentes parties prenantes. Et pour préciser un petit peu plus ce que je fais aujourd'hui, je travaille au sein du dispositif Mon Espace Santé, donc un dispositif produit. Vous en avez peut-être déjà entendu parler et peut-être que vous avez même déjà ouvert votre espace santé. Et je travaille notamment au sein de l'équipe qui s'occupe de l'application mobile. Donc on a à peu près une trentaine de personnes aujourd'hui réparties sur différents. Donc, comme je vous le disais auparavant, j'ai eu plusieurs expériences et j'ai toujours oscillé vraiment entre ces dispositifs projet et produit. J'ai fait aussi bien de la user research pour Midea, quel est le frigo du futur, quelle pouvait être la roadmap digitale pour NJ pour les 10 prochaines années, comment on pouvait imaginer l'expérience du site web du musée d'Orsay. Donc ça, c'est plutôt pour tout ce qui est vraiment en mode projet. Et ensuite, j'ai eu plusieurs, on pourrait presque les appeler des petits bébés sur lesquels je suis restée très, très longtemps. Notamment, j'ai été lead design au Pass Culture pendant presque 2 ans et aujourd'hui au sein de mon espace santé qui est un dispositif de la Caisse nationale d'assurance maladie. Donc voilà et au fur et à mesure de ces expériences, je me suis toujours posé des questions, sur le produit en général. Qu'est-ce que ça veut dire de faire du produit? Surtout pour nous en tant que designer et comment ça détermine notre place et les interactions surtout qu'on va avoir avec les autres parties prenantes. Et j'ai plein d'autres questions aussi qui me fascinent, c'est pourquoi sur certaines équipes ça fonctionne? Pourquoi avec certaines personnes ça va marcher mais comme jamais? Et pourquoi parfois avec d'autres équipes on a vraiment du mal à collaborer, ça rame un petit peu? Donc ça c'est des questions que je me pose vraiment au quotidien, et j'espère qu'à travers mon Rex, voilà, vous allez pouvoir trouver quelques petits tips qui vous donneront envie d'expérimenter à votre tour. Que ce talk ne sera pas du tout, pour vous prévenir et que vous ne soyez pas déçus à la fin, ce ne sera pas du tout une conférence sur les hard skills ou les soft skills du product designer. Ça, je pense qu'il y a suffisamment d'articles ou suffisamment de confs d'extrêmement bonne qualité sur YouTube ou autre pour que voilà, vous puissiez piocher à votre guise. Et ce ne sera pas non plus une conférence sur vraiment quelles sont les différentes parties prenantes d'une équipe produit. Je vais en parler bien sûr parce que c'est important dès qu'on parle de collaboration, mais voilà, ce sera vraiment très rapide pour qu'on aille vite sur le Rex et les tips concrets que je veux vous donner. Et j'ai toujours tendance à trouver que les conférences à distance, c'est un petit peu, lourd, pas assez interactif, donc je tente quelque chose avec vous aujourd'hui. Vous voyez un QR code sur l'écran que vous pouvez scanner. Je vais le faire en même temps que vous et ça va vous permettre de rejoindre un espace Slido sur lequel il y aura des quiz au fur et à mesure de ma présentation. Donc, écoutez bien.
Il y a une partie aussi Q&A. Je vous conseille pas de l'utiliser pour le moment. Si vous avez des questions, passez plutôt par Isabelle. Mais voilà, si on a envie d'essayer dans les Q&A aussi, essayez, j'essaierai de lire les questions en parallèle bien. Et on va vérifier que ça fonctionne, avec une petite question pour commencer, qui n'a rien à voir avec la conférence, c'est juste pour voir si ça fonctionne. Quel est votre parfum de glace préféré? On va attendre 1 ou 2 minutes. Ouh là là, beaucoup oh, vanille, hein. Gros succès. Eh beh, ah Malabar! Ah ouais, sorbet framboise, pas mal. Macadamia et pistache, c'est original. En tout cas, ça a l'air de bien fonctionner. C'est top. Donc vous verrez, quand il y a des slides quiz qui arrivent, vous allez pouvoir répondre aux petites questions et il y aura toujours le QR code sur la gauche pour ceux qui n'ont pas pu rejoindre là, maintenant. Et c'est parti. Alors, on va commencer à aborder un peu le dur du sujet. Quelle est la différence entre du produit et du projet? Parce qu'on oscille souvent entre les 2 modes, et c'est important, je trouve, d'avoir vraiment une définition claire de ce que c'est, pour comprendre la manière dont ça impacte ensuite nos différentes façons de collaborer. Si on devait résumer une approche projet, c'est, et je vais ouvrir la définition, c'est un ensemble d'activités et d'actions réalisées afin de construire un bien ou un service sur un périmètre défini et dans un délai et budget donné. Donc on est vraiment sur quelque chose de très contraint. On a un périmètre, on sait exactement ce qu'on doit faire, qui a été défini en amont. On a des coûts et des délais. Et souvent, on a des roadmaps assez carrés. On se dit, dans 3 mois, on sera arrivé à ça et notre client, il aura payé tant. Alors que, au contraire, sur une approche produit, va être sur quelque chose de beaucoup plus itératif, hein, avec pour objectif de générer de manière incrémentale de la valeur. Donc, on est sur un pilotage par la valeur. On réadapte au fur et à mesure, à droite, à gauche, de manière à ne pas perdre notre objectif qui est de créer de la valeur pour les utilisateurs et pour le business, mais on n'est pas sur des engagements définis de délai ou de coût. Si vous devez retenir quelque chose de ma conf, j'espère que ce sera ça, que ce qui est important dans le produit, finalement, c'est pas le contenant. Ce qui est important, c'est pas si on fait un site, si on fait une application, s'il y a des couleurs roses ouvertes, non, non. Ce qui est important, c'est le service qu'on va rendre à l'utilisateur. C'est le contenu dans lequel vous mettez, que vous allez mettre à l'intérieur de votre contenant. L'approche produit, elle peut être divisée en 3 axes. D'abord, c'est du pilotage par la valeur, donc c'est ce que je vous disais. On va chercher à apporter de la valeur à l'utilisateur, répondre à un besoin, soulager un point de douleur. On cherche toujours, voilà, à lui apporter de la valeur. C'est incrémental. Donc, on va construire brique après brique le produit. On ne cherche pas à avoir tout du premier coup, c'est pas la peine. Parce que comme on est sur quelque chose qu'on réadapte au fur et à mesure, on construit petit à petit. Et enfin, itératif, parce que on se réadapte en continu, on mesure constamment quel est l'impact de ce qu'on vient de mettre en production. Est-ce que ça va dans la bonne direction? Est-ce que c'est suffisant? Oui, non. De manière, voilà, à avoir quelque chose de très flexible. Toutes ces nouvelles problématiques liées à l'approche produit, elles ont vu naître, elles ont créé des métiers spécialisés dans le produit. Donc vous en avez sûrement entendu parler, vous bossez peut-être même au quotidien avec, des product managers, des product owners et aussi des product designers dont vous avez entendu parler ce matin. Et en tant que product designer, selon moi, on est là pour garantir 3 choses qui vont permettre d'avoir une approche produit qui est, pertinente. D'abord, si on pilote par la valeur, nous, notre rôle en tant que product designer, on va être garant de la et là, le mot n'est pas beau, mais de la user centricité du dispositif. Donc, on va aller voir les utilisateurs pour comprendre quelle est la valeur qu'ils attendent. Quelles sont leurs attentes et quelles sont les solutions qu'on va pouvoir proposer pour qu'elles soient adaptées à leurs besoins. Le pendant d'une approche incrémentale, pour nous, en tant que product designer, c'est s'assurer que malgré le fait qu'on construise le produit brique par brique, l'expérience finale pour l'utilisateur, elle soit cohérente. C'est pas parce qu'on a ajouté 6 mois après, je sais pas, un tunnel d'achat, par exemple,
qu'il faut que ça ne ressemble en rien à l'expérience qui a été créée 6 mois auparavant. Dans l'utilisateur, il s'en fiche qu'il utilise tout le produit. Et on est garant de cette cohérence de l'expérience utilisateur. Et enfin, le pendant d'avoir une approche itérative, c'est qu'on est là pour aider à mesurer l'impact qu'ont les fonctionnalités d'un point de vue utilisateur. Donc on va aller mesurer est-ce que, est-ce qu'il est le produit, les fonctionnalités qu'on a mis en place sont adoptées? Est-ce qu'elles sont pertinentes? Qui derrière va permettre d'adapter la stratégie produit. Et ça, pour aller un petit peu plus dans le concret, ça va aider à mettre en place des indicateurs de type, SUS, Attractif. On peut même aller, piocher dans des indicateurs un petit peu plus marketing comme le NPS ou autre. Mais voilà, on est garant aussi de cette mesure de l'impact pour aider à avoir quelque chose d'itératif et de pertinent. Alors, je vais passer cette partie assez rapidement, mais ça me semblait important de reparler rapidement du cycle de vie produit. Comme a dit Isabelle, j'ai écrit un article récemment à ce sujet-là. J'ai mis un petit QR code en haut à droite pour ceux que ça intéresse pour aller lire l'article en complet. Mais voilà, donc cycle de vie produit, on parle de quelque chose qui boucle, qui boucle, qui boucle. Il y a plusieurs étapes dedans. La première étape, ça va être l'étape de découverte. Donc, le product designer participe à toutes ces étapes, bien sûr. Donc, il y a l'étape de découverte. Là, on clarifie quelles sont les attentes des utilisateurs et quelles sont les attentes du marché. Concrètement, nous, en tant que product designer, on va participer à des interviews utilisateurs, on va aller faire des études terrain, des vies ma vie, ce genre de choses pour voir comment nos utilisateurs se comportent réellement en contexte sans que ce soit du déclaratif. Euh, on va mettre en place tout ce qui est outils classiques, entre guillemets, de synthèse. Donc, on va aller faire des blueprints, ce genre de choses, pour vraiment mettre en valeur quelles sont les problématiques auxquelles nos utilisateurs sont exposés aujourd'hui, pour que derrière, ces problématiques soient priorisées quand on va passer sur les prochaines étapes du cycle de vie produit. On peut aussi aller jusqu'à même aller faire des benchmarks pour voir sur des problématiques similaires comment nos compétiteurs vont répondre à tel ou tel besoin. Ensuite vient l'étape de conception. Moi, c'est ma partie favorite dans tout dispositif, c'est quand on a nos problèmes qui sont très bien définis et on se dit, OK, de quelle manière on peut répondre maintenant aux besoins des utilisateurs de manière concrète pour que, à la fois, ce soit cohérent par rapport à notre stratégie produit, par rapport à ce qu'on a déjà créé, par rapport à nos premières petites briques de Lego, et en même temps pour que ça réponde aux besoins des utilisateurs. Et là, pendant cette étape, on travaille à la fois avec les PO, avec les PM, on travaille aussi beaucoup avec les développeurs, mais on peut avoir aussi un panel d'interlocuteurs beaucoup plus large quand on a besoin d'aller voir du juridique, quand on a besoin d'aller voir du marketing, etc., etc. Donc là, on conçoit vraiment ce à quoi la réponse va ressembler. Ensuite vient l'étape d'implémentation. Donc là, on réalise la solution. Moi, il y a quelque chose que j'aime bien dire, c'est que en fait, nos maquettes, elles ont aucune valeur. Ce qui compte, c'est le produit qu'on fait une fois qu'il est développé, une fois qu'il est dans les mains de l'utilisateur. Nos maquettes, c'est du jetable finalement. Ça nous sert, c'est un outil, mais c'est pas ça la finalité de notre boulot. La finalité de notre boulot, c'est vraiment faire un produit concret. Et c'est vraiment pendant cette étape d'implémentation que ça se passe. Et là, c'est une étape où on travaille énormément avec les équipes de développement pour que cette maquette soit transformée, voilà, vraiment en produit qui pourra être manipulé et mis à disposition des utilisateurs. Hem, Là, en tant que product designer, généralement, on va être inclus dans les équipes, de développement, que ce soit des feature teams, des impact teams, ça dépend des dispositifs. Il y a pas mal de manières de faire les choses et on va participer à la co-rédaction des user stories notamment ou au moins à leur relecture pour être sûr qu'on est bien en phase avec les PO et les développeurs sur l'attendu. On va aussi participer beaucoup à de la recette graphique et de la recette fonctionnelle pour s'assurer que ce qui a été implémenté correspond bien à ce qui avait été discuté en amont, répondre aux questions des devs. Et on va aussi participer à tous les rituels ou dans la mesure du possible, à un maximum de rituels de l'équipe agile, si on est en agile, bien sûr, que ce soit les daily, les sprint planning ou autres. Et enfin, vient l'étape de mesure. Donc là, on parle de mesure d'usage, que ce soit des tests d'utilisabilité, des tests d'utilisateurs en situation, mais on va, vérifier en fait que l'impact attendu est bien là.
Donc ça va donner de la visibilité sur: «OK, on avait prévu de faire ça, on prend la température. Ah OK, ça correspond bien à ce qu'on avait envie d'atteindre comme objectif». Nous, en général, en tant que product designer, on est très focalisé sur tout ce qui est, mesure d'usage plutôt, et c'est toujours à mettre au regard il y a d'autres personnes qui vont être plutôt spécialisées dans les mesures d'impact business ou autres. Et ça, derrière, ça va permettre de réadapter la stratégie. Si on a atteint nos objectifs, cool, on peut passer peut-être à une problématique suivante. Si on n'a pas atteint nos objectifs, OK, comment on peut s'améliorer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'impact qu'on cherche à atteindre soit atteint? Hem, Nous aussi, en tant que product designer, on s'assure que ce soit les données pertinentes d'un point de vue utilisateur qui soient collectées. Et pas non plus, qu'on mesure tout à tout va, ce qui n'aurait pas forcément de sens, notamment d'un point de vue, on en parle de plus en plus, mais éco-conception, qu'on n'aille pas à mettre des tags partout, qui vont être coûteux finalement en termes de données, sans que ça ait de la valeur. Voilà un petit peu les 4 étapes du cycle de vie produit. Donc je vous ai dit que le product designer, il participait à ça, mais il participe pas à ça tout seul. Là, je vous ai mis 3 rôles qui peuvent intervenir. C'est encore une fois mon retour d'expérience, les dispositifs sur lesquels j'étais par le passé avaient plutôt cette manière de faire. Néanmoins, c'est flexible et il faut pas s'arrêter au rôle non plus, et c'est un point sur lequel je reviendrai plus loin dans ma démonstration. Mais ce qui est important, c'est qu'il y ait du monde présent à chaque étape, qu'on travaille bien ensemble et voilà, pas se dire: «Ah le PM finalement ne participe pas à l'implémentation». Non, ce sera un non-sens. S'il a envie, s'il est pertinent à cette étape, qu'il y participe. Hem, En fonction de la taille du dispositif aussi, en fonction de la taille de l'équipe produit, il y aura plus ou moins de rôles et donc plus ou moins de personnes avec lesquelles on devra être en interaction. Actuellement, moi, sur mon espace santé, on est une dizaine de designers. On est répartis sur, pas dire de bêtises, mais 10 ou 11 feature teams. Une feature team, c'est 6-7 devs, 2 PO ou co-PO et un designer. Donc ça fait beaucoup de monde qui doit travailler ensemble pour créer un produit qui est cohérent parce que quand mon utilisateur veut aller, dans les différences d'onglets du produit, de son espace santé, il veut pas que l'expérience soit complètement différente. Donc les rôles clés avec lesquels on est amené à interagir, c'est systématiquement PM, product owner, développeur. Et plus le dispositif s'agrandit, plus on peut avoir aussi des rôles qui sont spécialisés, qui peuvent intervenir ponctuellement. On peut avoir, des UX writers, on peut avoir des user researchers. Hem, Ponctuellement, moi, je suis amenée à travailler aussi avec le juridique, hein, parce qu'on peut pas demander tout et n'importe quoi à nos utilisateurs. Et voilà, ça fait pas mal de personnes avec qui on doit interagir au quotidien. Ça, la taille du dispositif influence beaucoup le nombre de personnes, qui doivent connaître notre métier et avec qui on doit être en relation. Donc en résumé, le passage de projet à produit, ça change pas mal de choses. D'abord, on a un changement de temporalité. On s'engage sur du long terme. Quand on fait un projet, on se dit: «Bon, dans 6 mois, ce sera terminé, notre client, il aura ça, je vois déjà la porte de sortie, c'est cool, je me projette dans autre chose, quand il me reste plus que 2 mois à taper et voilà». Sur le produit, quand on est sur des dispositifs très incrémentaux, hem, on s'engage sur le long terme, on construit petit à petit et donc ça demande à ce qu'on construise vraiment quelque chose de pérenne avec les équipes, que ce soit sur les méthodos ou nos manières de collaborer. Il y a une multiplication des interlocuteurs, donc ça, je vous en ai parlé juste avant, et ces interlocuteurs vont varier au cours de la vie du produit. Quand on est dans une scale-up, hem, qui passe de 20 employés à 300 en l'espace d'un an, les interlocuteurs vont varier. On va avoir de nouveaux rôles qui vont arriver. On va aussi avoir une démultiplication de tous les profils un petit peu plus classiques, donc dev, PM, PO, designer. Donc c'est très important de faire attention à ce que la collaboration se passe de la meilleure des façons et que tous ces parties prenantes soient au courant, de ce qu'on fait. Hem, Moi, ça m'est déjà arrivé, j'ai bossé pour une start-up qui était en hyper croissance et quand les effectifs doublent
je pense qu'en 3 mois, on a doublé. C'est quelque chose qui est très dur parce que les relations que vous aviez avec les personnes dont vous étiez proches avant, en fait, se distendent complètement. On part tous faire un petit peu autre chose, s'occuper de nos équipes respectives, mais pourtant, c'est important de garder ce lien qui, derrière, va garantir la cohérence du produit. Et donc, c'est pour ça que dans un dispositif produit, pardon, la collaboration devient un enjeu critique parce qu'il y a ce besoin de synchronisation très, très fort entre les différentes parties prenantes. Et on va passer à la première partie du quiz. Comme ça, je vérifie que vous n'êtes pas endormi jusque-là. Vous allez avoir des questions qui s'affichent. Vous allez avoir entre 3 et 4 réponses à chaque fois. Je vais lire la question. Vous cliquez sur la réponse que vous jugez être la bonne et vous laissez bien ouvert l'écran jusqu'à la fin de la conférence et il y aura un petit podium pour celui ou celle qui aura eu le plus de bonnes réponses. Et c'est parti. Je laisse quelques secondes à ceux qui veulent rejoindre le quiz. On est 11 personnes, 12 personnes connectées. Allez, on se garde encore 10 secondes. Alors, c'est une première pour moi aussi de faire ça. Donc, j'espère que ça va bien fonctionner. On va lancer le quiz. Alors, vous avez 20 secondes. Quelle est la différence principale entre projet et produit? 1. Le nombre de lettres. 2. La facilité de mise en œuvre. 3. Aucune différence entre les deux. Et quatrième, le pilotage par la valeur. Lisez, est-ce qu'il y a aussi une notion de rapidité ou est-ce que c'est juste à la justesse de la réponse? Il me semble que c'est à la justesse de la réponse, mais que vous êtes rapide, mieux c'est. Aussi. OK, ça marche. Allez, deuxième question. Et la bonne réponse était le pilotage par la valeur, bien sûr. Quelle responsabilité pour le product designer? 1. Garantir une approche user-centrique. 2. Donner la météo. 3. Assurer la cohérence de l'expérience utilisateur. Et 3. Quatrième, pardon, mesurer l'impact. Il peut y avoir plusieurs bonnes réponses sur celle-ci. Bravo! Donc, ça ne fait pas partie de nos responsabilités de donner la météo, même si ça peut être sympathique pour les collègues le matin. Quelles sont les étapes du cycle de vie produit? Découverte, conception, implémentation, mesure, veni vidi vici, dessin, maquette and offre. Le cycle de quoi? Bravo! C'était bien ça. Même si, parfois, on pourrait réduire le rôle du product designer à la maquette et au hand-off, malheureusement. Avec qui le product designer travaille-t-il? Personne. Il est vraiment trop fort. Avec son PM exclusivement. Avec tout le monde, grosso modo. Mais travaille-t-il vraiment? Quelqu'un a mis la réponse 4. Ah, quelques réponses avec le PM exclusivement. Non, globalement, on est amené à travailler avec beaucoup, beaucoup d'interlocuteurs différents. Alors, laissez bien ouvert le quiz. Il y aura une seconde partie en fin de présentation. Et on va passer sur la partie plus pratique où je vais entrer dans le détail de 5 types de collaboration en milieu hostile, euh, aka en dispositif produit. Moi, c'est 5 choses que j'ai découvertes au fur et à mesure, en fonction des différents environnements par lesquels je passais et c'est des choses que j'essaie de mettre systématiquement en place maintenant, plus ou moins aidée par les PO, PM, dev, parce que tout le monde a sa responsabilité, là-dedans aussi bien sûr, et ça aide vraiment.
ça a un réel impact sur la cohérence du produit et donc ça fait qu'on peut travailler dans les meilleures conditions possibles en tant que product designer. Et le premier type, l'amélioration continue, tu favoriseras. Je ne sais pas si vous êtes familier, malheureusement, je ne sais pas trop sur quel type de projet vous travaillez, ou quelle est la les méthodes que vous utilisez. Mais pour moi, c'est primordial vraiment d'avoir cette culture du feedback et de l'amélioration continue, de manière à ce que l'équipe, en fait, collabore de mieux en mieux au fur et à mesure où les mois ou les années même passent. Hem, on a différents outils d'amélioration continue, qui vont du plus collectif au plus individuel. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. Hem, pourquoi il faut ne pas hésiter à les utiliser, que ce soit du collectif ou de l'individuel, parce qu'en fait, comme on est sur des dispositifs qui s'étalent dans le temps, on peut pas se permettre de laisser quelque chose, gangréner et d'avoir des problématiques de fond qui se voilà, qui gangrènent, qui restent là, qui sont sous-jacentes, qui vont vraiment pourrir les dynamiques de groupe. Plutôt côté collectif, j'imagine que vous êtes tous plus ou moins familiers avec ça, mais il y a pas mal d'outils de rétrospective. Donc les rétrospectives, c'est des moments qu'on va prendre en équipe, que ce soit, votre équipe, votre feature team, donc dev, PO, designer ou même avec, tous les autres designers, par exemple, il y a d'autres designers. Et voilà, c'est comment en tant que groupe, on s'améliore en continu, comment on considère que certaines choses ont marché, donc ça, on peut capitaliser dessus. D'autres choses n'ont pas marché du tout et dans ce cas auquel cas, il y a quelque chose à craquer et il faut qu'on améliore ce sujet, en fait, pour que sur les prochains sprints, prochaines itérations, en fait, ça fonctionne mieux. Je vous ai mis les liens, il y a Retromat que j'aime bien, qui permet de créer sa propre rétro en plusieurs étapes et il y a aussi Fun Rétrospective, donc qui lui est en anglais, ouais, en anglais uniquement, mais ils ont des formats de rétro qui sont assez marrants. Moi, j'aime bien piocher dedans. Sur le côté feedback plus individuel, donc il y a la CNV qui est un outil qui est très, très utile quand on veut apprendre à faire des feedbacks qui sont, pertinents, qui vont pas attaquer personnellement la personne à qui on essaie de dire quelque chose et qui nous apprend aussi à faire des feedbacks positifs parce que c'est important de dire à nos collaborateurs quand quelque chose qu'ils ont fait était bien et pertinent. Donc le livre «Les mots sont des fenêtres» sont très bien, est très bien. C'est une très bonne introduction à la communication non violente et il y a aussi le blog de Bloculus qui est une mine, sur les différentes manières d'aborder le feedback et il y en a un notamment que j'aime bien. Ça marche bien pour des articles ou des choses écrites, mais c'est le perfection game. Moi, je te donne telle note aujourd'hui sur, 10 admettons, par exemple, pour un je sais pas, des specs que tu aurais écrites. Je te donne, 8 sur 10 et pour avoir 2 points en plus, j'aurais aimé avoir ça et ça. Donc on décorrèle vraiment le personnel de la production qu'on a en face de nous et c'est un outil qui fonctionne assez bien. Moi, je vous encourage vraiment à aller vous balader sur le blog de Populus. C'est vraiment il y a plein de petits outils comme ça qui peuvent être assez facilement mis en place. Tip numéro 2, ton rôle encore et encore, tu expliqueras. Se présenter, se présent et présenter son métier, c'est vraiment tout un boulot. Comme je vous l'ai dit, en fait, on a sur les dispositifs produits, en fait, une multiplication des profils avec lesquels on va être amené à interagir. Que ce soit d'autres product designers, des rôles plus spécialisés, de l'UX writing, de la user research, des PO, PM, d'autres métiers du produit, heu, tous les métiers du marketing, du juridique. Enfin voilà, on peut vite démultiplier les interlocuteurs et en plus les équipes ont tendance à tourner. Il y a du recrutement continu, du turnover, donc il faut toujours être prêt à se présenter, présenter ce qu'on fait de manière simple et surtout le présenter non-stop. Malheureusement pour nous, on est quand même aussi sur un métier de moins en moins, mais qui peut être incompris. Moi, combien de fois je suis arrivée sur des dispositifs et on me demandait juste de colorier des maquettes. Donc franchement, pour éviter les frustrations, prendre 30 minutes pour vous présenter et expliquer ce que vous allez faire, ça peut changer mais tellement de choses et comme ça, les personnes que vous avez en face de vous vont vous solliciter sur les choses que vous êtes en capacité de faire et pas juste sur les choses qu'elles projettent sur vous. «Ah,
Un product designer, il colorie les maquettes, bah, je le sollicite que quand il y a besoin de mettre les couleurs. En fait, non. Hem, ça peut même être un exercice très amusant de demander, aux nouvelles personnes qui arrivent, ou ça peut être une présentation mensuelle en fonction des arrivées des effectifs ou autre, leur demander ce qu'ils pensent qu'un designer fait. Ça peut être très enrichissant d'aller, un petit peu les chatouiller dans les stéréotypes qu'ils ont sur notre métier aussi. Les personnes les plus importantes, surtout pour aller définir vraiment ce qu'on fait en tant que product designer, en tant que designer, aussi au global, ça va être les agents de proximité, j'appelle ça comme ça. Donc les PO, les PM, les devs. Ça vous évitera mille et une frustrations. Hem Et en fait, c'est pas tant une justification, parce que parfois j'entends ça, je dis: «Ah, je vais pas me justifier, sur ce que je fais, quoi». C'est j'arrive en tant que consultant ou en tant qu'interne, on m'a recruté, je vois pas pourquoi j'irais dire, au PM, me justifier sur, «Bah non, je dois faire de la recherche utilisateur». Mais en fait, c'est pas tant de la justification que ça évite réellement d'avoir des bâtons dans les roues au quotidien. Et pour expliquer son rôle, et se présenter facilement, on peut mettre en place plusieurs outils. Hem Moi, ce que j'aime bien faire, hein, c'est avoir sous la main un deck de slides qui explique un petit peu quelles sont les méthodologies qu'on met en place dans l'équipe design, heu, comment au quotidien on va interagir avec la personne que j'ai en face de moi. Est-ce qu'on se voit une fois par mois juste pour des ateliers? Est-ce que je vais la solliciter ponctuellement? Est-ce que non, au contraire, je vais être là à tous les groomings et donc elle me verra tout le temps et on va avoir une relation de très grande proximité? Donc voilà, un petit deck de slides comme ça qui est toujours prêt, qu'on met à jour, tous les 2-3 mois, parce que finalement nos manières de bosser n'évoluent pas si vite, ou ne changent pas dramatiquement en tout cas. Ça peut être très, très utile et faire gagner beaucoup de temps. Hem, Mettre à plat avec les agents de proximité, donc PO, PM, dev, ce que chacun va faire et ce qu'on attend l'un et de l'autre. Donc là, à gauche, vous avez un petit exemple de mapping, qu'on avait fait, sur lequel on avait travaillé après avoir fait des interviews sur ce qui frustrait les PO vis-à-vis des UX et les UX vis-à-vis des PO. Et on avait défini quelles étaient toutes les activités que chacun faisait et quelles étaient les activités qui devaient être faites en commun, avec bien sûr chacun avec son expertise qui lead, et ce qui pouvait être fait vraiment en silo, parce que quand ils pré-rédigent les user stories, finalement, on peut être en mesure de se demander, bah, est-ce que le PO a vraiment besoin du designer à ce moment-là. Mais rien que de faire ce petit exercice, ça prend 30 minutes avec votre binôme PO, votre binôme PM, ça fait gagner un temps fou, et ça permet d'éviter la frustration d'attendre que quelqu'un fasse quelque chose et attendre et attendre et attendre. Il le fait pas, oui, mais en fait, je lui ai pas dit que j'attendais ça de lui. Donc voilà, ça, c'est un petit exercice qui marche, assez bien, cette mise à plat. Hem Et l'autre chose, c'est aussi donner de la visibilité sur ce qu'on fait. Donc c'est l'expliquer en amont, mais c'est aussi au quotidien. Nous, en tant que designer, dire: «Bah, en fait, tu sais, toutes les activités dont je t'avais parlé, je fais, la conception, je fais des ateliers de sketching, je fais des tests utilisateurs, je fais des ateliers d'UX writing, et cetera, et cetera». En fait, donner de la visibilité aux PO, aux devs, d'où on en est pour les tickets, les blocs fonctionnels qui arrivent, c'est vraiment de grande valeur, parce que à la fois ces personnes vont pouvoir vous solliciter quand elles veulent se greffer sur une activité, et en même temps, elles seront pas là: «Mais les designers, ils font tout, dans leur bulle, nous, on n'est jamais au courant». Donc ça, à droite, je vous ai mis un petit exemple de Kanban qu'on utilise actuellement sur mon espace santé, hem, avec 12 d'autres designers sur l'équipe mobile, et sur lequel les PO peuvent aller pour voir où en sont les différents sujets et nous poser des questions. Il y a même les designers référents dessus, donc comme ça, c'est très visuel et très pratique. Et voilà, très important de parler de son métier au quotidien. La stratégie des petits pas, tu adopteras. Alors, ça, c'est ce qui, moi, m'a demandé le plus d'efforts au fur et à mesure. Ça commence à venir, mais ça peut être quelque chose de très frustrant en tant que product designer, d'abandonner un petit peu cette grande idée de vision cible et de naviguer un petit peu plus sa vie. En tant que product designer, on a tendance à vraiment pousser, et c'est pour ça aussi, c'est qu'on est là, c'est notre mandat, le côté, user first, avec des visions cibles qui vont être très, très alléchantes, mais ce qui est bien pour, l'utilisateur,
dans 1 an, 2 ans, l'est pas forcément pour le reste de l'équipe. Je m'explique. Moi, ça m'est déjà arrivé, d'avoir un brief sur un bloc fonctionnel qui était pardon, à l'époque, un tunnel d'upload de contenu, donc un brief assez large et on s'est fait plaisir et je suis revenue voir ma PO, 2 ou 3 semaines après mes tests et tout, en lui disant: «Bah, voilà, on va faire ça». Il y a 5 ou 6 écrans complètement différents de ce qu'on avait déjà proposé, ce qui était déjà implémenté dans le produit et là, au fur et à mesure de ma présentation, je l'ai vu se déconfire et à la fin, elle m'a fait: «C'est cool, mais en fait, ça tiendra jamais dans la roadmap» et donc là, tu ravales ta fierté, tu te dis: «Bon, comment on va faire pour que moi je jette pas tout ce que j'ai mis du temps à faire à la poubelle et qui est apprécié par les utilisateurs, mais comment on fait en même temps pour pas mettre une pression sur les équipes d'implémentation, en leur donnant des objectifs qui sont complètement surréalistes». Donc là, on doit prendre une bonne respiration et se dire: «OK, comment on dégrade cette vision cible qui est tip top pour l'utilisateur, mais comment on la dégrade pour aller vers l'essentiel et pour aller vraiment vers quelque chose de minimal, une solution minimale, qui va pas prendre, 8 sprints à implémenter, mais qui peut-être va en prendre, 2-3 max». Avoir une vision cible, en fait, ça a tendance à mettre beaucoup de pression sur les équipes de réalisation, sans quoi que ce soit de péjoratif, mais vraiment les équipes qui vont rendre réel le projet, le produit. Parce qu'eux, ils ont vraiment des roadmaps strictes souvent à tenir et c'est pour moi la manière dont, par le passé, j'ai créé le plus de friction, avec mes devs, avec mes PO, avec mes PM, parce que ça donnait vraiment la sensation de designer qui vivait dans son petit monde, qui proposait des maquettes hyper sympas que les sponsors adoraient, mais qui derrière ne pouvaient pas du tout être mises en place. Donc je dis pas qu'on peut pas mapper une vision cible, mais que c'est important d'adopter cette stratégie de petits pas et que voilà, il faut se dire parfois, «OK, comment on fait le plus petit pas possible pour aller dans la bonne direction?» C'est frustrant parfois, mais le produit, c'est beaucoup, beaucoup de patience. Hem, En tant que product designer, moi, je pense qu'on a un gros travail à faire sur nous-mêmes. Moi, je le fais au quotidien et l'analogie, c'est un peu, on est dans un bateau. Toute l'équipe produit est dans un bateau et nous, en tant que product designer, on dirige pas le bateau. On peut seulement l'orienter, donner des petits coups de barre à droite, à gauche et si on essaie de mettre un trop grand coup de barre, tout le monde va tomber à l'eau et en fait, on veut pas ça parce que tout le monde va nous détester. Donc non, il faut vraiment orienter petit à petit en donnant des petits coups de barre, des petits ajouts au fur et à mesure de fonctionnalités, choses qui nous semblent pertinentes pour l'utilisateur et qui servent la vision. Mais voilà, on fait pas une révolution, on dit pas au PO, «En fait, tu en as pour, 12 semaines de dev alors que tu en avais prévu, 2». Le produit, c'est de la patience. J'en arrive au point 4, l'empathie pour les utilisateurs du partage. On arrive souvent avec ce mandat, d'être garant de l'empathie vis-à-vis des utilisateurs, avoir une cohérence de l'expérience utilisateur. Donc on parle beaucoup d'utilisateurs, product designer, bon ça reste cohérent. Heu, mais en fait sur un dispositif produit, on est tous responsables du produit et de son impact sur les utilisateurs. Quand le produit il est en prod, hem et même avant en fait, si on a de la chance de pouvoir faire des bêtas ou ce genre de choses, c'est cool, on va avoir plein de retours utilisateurs et moi je considère que je suis pas la seule garante de ce que cette expérience en fait fonctionne bien auprès des utilisateurs. Les PO, les devs, les PM, toute l'équipe en fait est aussi investie et aussi garante de la qualité de cette expérience utilisateur que moi. Donc en tant que product designer, je vais récupérer toute cette matière, je vais aller faire des tests en situation réelle, je vais aller récupérer, les retours du support, je vais aller voir sur les stores, est-ce qu'on a des retours, tout ça. Donc nous, on récupère généralement beaucoup de matière en tant que product designer et il est aussi de notre responsabilité, en fait, pour créer cette empathie partagée pour les utilisateurs au sein de l'équipe, de partager largement ces retours. Hem, En fait, il faut humaniser les utilisateurs et
pas du tout créer de distance entre les utilisateurs et les équipes, qui font le produit finalement et ça, c'est un de nos rôles en tant que product designer. Moi, j'en ai vraiment la conviction. Aujourd'hui sur mon produit et dans des dispositifs sur lesquels j'étais par le passé, on avait mis des petites choses en place très simples, typiquement, avoir les retours des stores qui remontaient automatiquement sur Slack et tout le monde les avait directement en direct. On fait aussi pas mal de sessions de partage quand on fait des sessions de test utilisateur ou autre. Soit on partage les decks de slides et on fait une session où on explique quels sont les retours qu'on a eus, soit, et ça c'est un des intérêts de la synchrone aujourd'hui, en fait on invite en mode caché des personnes, et on leur dit: «Ah bah, tu peux assister en shadow ou tu peux, voilà, tu peux» un peu comme si on était derrière une glace sans teint, tu peux regarder ce qu'on dit, tu peux voir comment l'utilisateur réagit quand il utilise le produit et ça permet de créer beaucoup d'empathie et dans un produit sur lequel j'avais travaillé, par le passé, on avait même été jusqu'à faire des vies ma vie. Alors c'était avec des techniciens qui réparaient des chaudières, c'était passionnant. J'ai découvert le monde des chaudières à ce moment-là. Tous les membres de l'équipe, on était une petite équipe d'une dizaine de personnes à ce moment-là, avaient eu la possibilité d'aller sur le terrain avec ces techniciens et de les suivre pendant une journée, pour voir comment ils menaient leur métier et apprendre un petit peu ce que c'était qu'être technicien, réparateur de chaudières parce que nous, on n'en savait rien et moi, je sais pas. C'est important que je sache, mais c'est important que les développeurs sachent, que les PO sachent et cetera. C'est important qu'on sache tous parce qu'on est tous responsables du produit à notre échelle et l'impact que ça avait eu, c'était quand on faisait des sketchings tous ensemble, quand on draftait des écrans. En fait, tout le monde était en capacité de se projeter dans ce qu'il avait vu. Il disait: «Ah oui, mais en fait, moi, quand j'étais voir, avec ce technicien telle réparation, il était en sous-sol, donc il faut penser au mode hors ligne et si on pensait à ci, à ça quand il est dans la voiture, donc ça permettait d'avoir cette empathie qui était partagée. Moi, je suis feignante, donc ça m'arrange et de 2, ça fait qu'on crée des produits qui sont beaucoup plus pertinents parce qu'on collabore de manière beaucoup plus fondamentale et pas juste à un niveau superficiel où moi j'apporte tous les inputs en tant que product designer, garante des besoins utilisateurs. Mais voilà, on est tous dans cette empathie pour l'utilisateur pour créer un produit qui répond aux besoins. Et enfin, pour terminer, à la construction d'une culture commune, tu contribueras. C'est pour moi presque la plus importante au sein des équipes, auxquelles j'ai travaillé, donc c'est pour ça là, j'ai décidé de la mettre à la fin. C'est peut-être pas hyper pertinent, mais en tout cas les équipes avec lesquelles je considère que j'ai échoué en termes de collaboration, c'est celles où on n'avait pas réussi à construire cette culture commune et si je devais retenir qu'un seul élément, et si d'ailleurs vous ne devez retenir qu'un seul élément de ma présentation, ce serait top que ce soit celui-ci. C'est notamment très lié à la taille des équipes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des pizza team. C'est un concept, je crois, qui a été, popularisé par, notre cher, Jeff Bezos, d'une petite entreprise qui s'appelle Amazon, hem, qui dit que si une équipe, en gros, elle peut pas être nourrie par 2 pizzas, elle est trop grosse. Parce qu'en fait, au-delà de cette taille, on perd en responsabilité, on perd en liberté. C'est un peu l'esprit, «start-up» entre guillemets. Mais voilà, on va avoir une équipe qui est beaucoup moins, pertinente pour créer des produits pertinents. Donc toutes les excuses, elles sont bonnes pour créer cette culture commune, et franchement, là, il faut s'amuser. Il s'agit de faire des déjeuners, il s'agit de faire des petites blagues ensemble. Nous, typiquement, aujourd'hui, on a, nos stand-up tous les matins et comme on commence à avoir une équipe assez conséquente, en fait, si quelqu'un se trompe au stand-up et donne la parole à quelqu'un qui a déjà parlé, ah bah, le lendemain, il doit apporter des croissants et ça, c'est très rigolo parce que tout de suite, ça crée alors déjà, on devient très gros sur le plateau projet, mais ça crée aussi, en fait, quelque chose où on a notre culture, nos petites blagues ensemble et ça nous rapproche. On s'est aussi fait des t-shirts à un moment, on était tous ensemble. Donc voilà, tout ce qui peut rapprocher les différentes personnes, s'il y en a qui ont des passions, voilà, vous adorez l'escalade, pourquoi ne pas proposer à vos collègues d'aller en faire? Des petits noms d'équipes qui ont un rapport avec le projet ou le produit, pourquoi pas votre équipe? Mais voilà, ne pas hésiter à expérimenter pour qu'il y ait cette culture commune qui se consolide et qui vous rapproche parce que, bah, plus on se connaît, plus on a de choses en commun, mieux on va travailler ensemble et on va passer pour terminer à la dernière partie du quiz pour voir
Qui a été le plus fort? Qui a le mieux écouté? Je vous mets un petit récap, mais je vous le réafficherai lors des questions-réponses. Et on rentre dans la partie 2. Je vous laisse rejoindre le quiz comme tout à l'heure. Et c'est parti. Quel outil peut aider à dénouer les tensions au sein d'une équipe? La bière, les rétrospectives, le yoga ou jouer aux petits chevaux? Il aurait pu y avoir plusieurs réponses, j'avoue, pour celui. Effectivement, la bière et le yoga, ça peut aider. Les afterwork, c'est un très bon outil. Mais les rétrospectives, en tout cas, si on veut rester dans le cadre professionnel, ça marche très, très bien. Quelle stratégie adopter pour maximiser la bonne intégration du design dans une équipe produit? La stratégie des petits pas, la stratégie du grand chambardement, la stratégie de l'autruche ou la stratégie de la poussette? Et oui, c'était la stratégie des petits pas, même si la stratégie de l'autruche, non, je n'ai pas Peux lu. nous en dire plus, sur la stratégie de la poussette? Alors c'est un très bon film, avec Charlotte Lebon. Si vous ne l'avez pas vu, Ah OK, je vous le d'accord. conseille. Il commence à dater un peu, mais très rigolo. Très, très rigolo. Pourquoi dans une équipe produit, il est important de représenter son rôle et ses responsabilités régulièrement? Car tout le monde oublie ce qu'on fait, car de nouvelles personnes intègrent régulièrement les équipes, car sinon personne ne sollicite les designers et ils s'ennuient. Ah, il y en a qui s'ennuient régulièrement apparemment. Car de nouvelles personnes intègrent régulièrement les équipes et que si vous voulez qu'elles vous sollicitent et si vous voulez qu'elles sachent ce que vous faites et que vous ne soyez pas frustrés, il faut leur présenter en fait ce que vous êtes en capacité de faire et quelles sont vos responsabilités sur le dispositif. Quelle technique de communication permet d'aller vers des feedbacks plus efficaces? La communication muette, la communication extralucide, la communication non violente ou la communication musicale? Ah, des petits rigolos. Eh ben, moi, je serais curieuse de savoir ce que c'est la communication musicale, ça m'intéresse beaucoup. Peut-être un nouvel outil à mettre en place, au sein des équipes. Quelle méthode est la plus efficace pour favoriser la collaboration au sein d'une équipe produit? Apporter des chouquettes tous les 8 du mois, créer une culture commune ou avoir des friendship bracelets coordonnés? Eh oui, bravo. Même si les bracelets coordonnés, et les chouquettes peuvent faire partie de la culture commune, hein. Et félicitations à Louisa qui a eu, et Isa Job aussi, qui ont eu toutes les 2 9 bonnes réponses sur 9 questions. Félicitations et bravo à Farah, Steven, Anor et à tous les participants et je vous remercie pour votre attention et je vais pouvoir prendre vos questions et pour ceux qui n'ont pas de questions, je suis preneuse de votre retour sur cette présentation entre 5 et 1 étoile, pour savoir si vous avez appris des choses ou non. Et je peux prendre les questions en parallèle. Merci beaucoup, Olivier. C'est un De rien. plaisir. Isabelle, je te laisse la main sur la suite et n'hésite pas à si toi-même tu as des questions
tous les étudiants qui sont présents avec nous sur le Discord, si vous avez des questions, c'est le moment. Oui, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Merci beaucoup pour cette petite présentation très dynamique. Avec le quiz, c'est très stimulant. Ça a bien marché. Et moi, personnellement, je suis plutôt à 5. C'est super cool, j'ai beaucoup appris. Wow. Un grand merci. Même si j'avais déjà lu ton article, je trouve que ton approche très synthétique est vraiment très éclairante. Ah bah, c'est super. Et donc, je ne suis pas la seule à te donner beaucoup d'étoiles, puisqu'il y a aussi Dame qui t'a donné 4 étoiles. Dame 13N. Et pour l'instant, il n'y a pas encore d'autres éléments, mais je pense que ça va pas tarder. Il y a un petit décalage Mmh. sur le réseau. Ouais, je vois là, j'ai les résultats. Super, bah, je suis contente que ça vous ait plu en tout cas. Alors hop, juste petit papier, je vais revenir à cette slide. Voilà, si vous avez des questions et sinon de toute façon, on partagera les slides, c'est ça, de manière à ce que vous ayez tous les liens qu'il faut, notamment sur les rétros ou autres, qui peuvent être, assez sympathiques à les Oui, visiter. volontiers, volontiers. Et peut-être que mes camarades qui sont avec nous là ont des questions en direct. Je leur laisse volontiers la parole. Bah, ça veut dire que c'était clair, c'est cool. Visiblement. Bon, en Visiblement. attendant, je vais, faire un petit commentaire et peut-être te poser une question aussi, Alizé. C'est rigolo, le deuxième point, finalement, ton rôle encore et encore, tu expliqueras parce que ça, je crois que c'est vraiment, heu un des points les plus compliqués, sans doute, et puis qu'on s'imagine pas, en fait, surtout quand on est junior, et à quel point finalement on a du mal pour le coup à être en empathie avec les équipes avec qui on travaille, surtout dans les grands chez les grands comptes et cetera, ou dans Mmh. les grandes institutions publiques où il y a quand même des multitudes d'interlocuteurs, dans tous les projets et cetera, et passer et vraiment prendre l'habitude d'expliquer, son rôle, c'est super important et c'est pas facile. En plus, ça demande des vraies compétences et d'un vrai entraînement de réussir à se pitcher et à pitcher son activité et cetera, tout en étant cohérent avec, sans doute, ce que veut à la fois notre, notre employeur si on est en ESN et cohérent aussi avec ce que veut notre service. Il y a souvent une offre de Mmh. service, spécifique et cetera, donc c'est vraiment un exercice qui est difficile et qui est souvent oublié alors qu'il est vraiment fondamental, à tel Ouais. point que il y avait un UX designer qui bossait chez L'Oréal, qui m'expliquait, que chez lui, il y avait, les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être et les faire savoir. Et les faire Ouais. savoir, c'était effectivement, cette capacité à savoir faire connaître son job, donner de la visibilité aussi sur tes succès et du coup, voilà, donner envie de collaborer avec toi et cetera. Je trouvais ça super intéressant. Ouais et et franchement, c'est une des choses, moi, j'ai trouvé quand tu commences, qui est le plus frustrant. Que personne ne voit ta valeur et tu es là, tu ronges ton frein un peu dans ton coin en te disant: «Mais en fait, il me demande de colorier des maquettes, moi, c'est pas ça ma valeur ajoutée». Mais en fait, si tu vas pas l'expliquer, si proactivement tu ne dis pas: «Moi, je sais colorier des maquettes, je peux le faire un petit peu, mais je sais aussi faire toutes ces autres choses qui vont être encore plus porteuses de valeur». Tu peux pas t'attendre à ce que les gens qui ne connaissent pas ton métier, en fait, le devinent. Hem et moi, ce que je trouve vraiment pratique, c'est cette histoire de deck dont je vous ai parlé, de deck de slide, qui, en fait, va s'améliorer au fur et à mesure. Les premières présentations, ça va être un peu flou, un peu brouillon. À la fin, vous demandez aux personnes à qui vous venez de le présenter: «Ah, tu trouvé ça comment? Tu changerais quoi? Comment tu l'améliorerais?» Au fur et à mesure, en fait, ça va devenir de plus en plus construit, cohérent, pertinent, impactant aussi et à la fin, c'est quelque chose qui viendra naturel finalement. Et du coup, ma question c'est, toi, comment tu t'y prendrais si alors, il y a tous ces conseils-là et si tu arrives là dans une nouvelle mission, dans un nouvel environnement avec des nouveaux, collaborateurs, en tout cas des équipes qui ne te connaissent pas, tu commencerais par qui en termes de rôle? Par aller voir qui? Par parler à qui? Le plus souriant? Peut-être, plus gentil? Le plus gentil, c'est celui qui boit le plus de café. Hem, non, moi j'aurais tendance à aller voir les PM, parce que c'est des personnes qui aujourd'hui vont avoir une vision assez haute sur la strate produit, donc ils vont être capables de me parler de ce genre de choses, ils vont être capables de me parler d'impact. Hem, mais en fait, ça dépend vraiment aussi du rôle et du mandat que
que tu vas avoir, hein, sur le dispositif. Est-ce que tu viens pour rejoindre une EFT en particulier et être très, très en proximité avec les équipes de réal et de conception? Auquel cas, peut-être que c'est bien de se focaliser d'abord à créer une relation, avec tes devs, avec ton PO et cetera et après élargir petit à petit? Ou est-ce que tu viens avec quelque chose d'un peu plus tête haute hein, et auquel cas les PM, ça peut être très pertinent? Hem, le CPO, le lead design s'il y en a un, enfin tous ces rôles qui sont à des postes un petit peu plus stratégiques et qui, voilà, vraiment voient un petit peu plus dans la longueur et qui vont te permettre de créer ton propre avis aussi sur le produit. Mais après, il faut tous les rencontrer de toute manière. OK, j'enchaîne sur une autre question, du coup. Hem, Si tu avais la Alizé junior en face de toi et que tu avais, un conseil ou plusieurs conseils à lui donner, tu lui dirais quoi? Ah, prends ton mal en patience. Tu vas être incomprise, les gens vont pas comprendre ton métier, vont pas comprendre la valeur de ce que tu apportes. Heu, le produit, ce que je disais tout à l'heure, c'est une histoire de patience aussi, ça se fait pas du jour au lendemain donc fais preuve de patience et beaucoup de lâcher prise. Mais c'est d'autant plus, valorisant et récompensant quand au bout d'un an, 1 an et demi, on se rend compte qu'on est arrivé à peu près à l'endroit où on voulait arriver et que c'est peut-être encore mieux que ce qu'on avait imaginé. Donc voilà, beaucoup de patience pour ceux qui veulent faire du produit. OK, merci beaucoup. Il y a une troisième question, j'enchaîne. Heu et est-ce que tu as des ressources, une ressource ou plusieurs ressources qui t'ont particulièrement inspiré, quel que soit, d'ailleurs si c'est, je sais pas quoi, des livres, des podcasts ou quoi, mais des choses que tu aimes bien, qui te parlent beaucoup et peut-être au quotidien peut-être? En assez accessible et pas hyper, hyper haut niveau, moi j'aime bien le livre que, Tiga a sorti sur le product design il y a quelque temps maintenant. Je trouve qu'il est très bien écrit, il est très pertinent, plein de petites choses actionnables dedans et sinon il y a les livres de Marty Kagan, heu, notamment sur les Empowered, Teams, hem, qui parlent justement de cette relation entre les différentes parties prenantes d'une équipe, produit. Hem, comment formuler, les problématiques de manière à ce que tout le monde se sente investi dans la réalisation ou en tout cas, investi dans la réponse à un problème et non pas juste, bah, mets un bouton en bas à gauche, qui n'a aucun sens pour personne dans l'équipe. Donc je dirais sur l'aspect collaboration, c'est Empowered, je crois, il s'appelle, le livre de Marty Kagan et plutôt sur le pratico-pratique, la vie du product designer, plutôt le livre de Tiga sur, il y a product design dans le titre, mais je ne saurais plus te redonner le titre exact. Ça doit Voilà, être quelque chose comme le guide du product design ou un quelque très, chose très, très là. possible ou quelque chose comme Mmh. ça, ouais. Ouais, je l'ai plus non plus là, ouais, je pense que Pierre va nous le retrouver rapidos. Ouais, qui s'est mis en mode, chercheuse, tête chercheuse. Heu, OK et j'avais encore une dernière question parce qu'en plus je vois que le temps est déjà un peu passé, mais je voulais te la poser et là elle m'échappe. Ah oui, heu, maintenant, forte de ton expérience, est-ce que, lorsque tu collabores avec des nouvelles personnes, par exemple une nouvelle personne arrive dans l'équipe ou alors toi tu arrives dans un nouvel environnement de travail, dans une nouvelle équipe, est-ce qu'il y a des choses qui sont, des red flags pour toi? Des trucs qui te mettent en alerte tout de suite sur justement la collaboration? Tu te dis: «Ouh, ça va être compliqué», ou au contraire? Mmh, c'est une très bonne question parce que oui, je suis sûre que j'en ai. Ça prend un peu de cours. Non, 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 je dirais, parce que je pense que c'est quelque chose par rapport au feedback et à l'amélioration continue dont je parlais tout à l'heure. Quand, je dirais qu'un gros red flag, c'est arriver dans une équipe qui a pas cette culture de l'amélioration continue, qui fait pas de feedback, que ce soit des feedbacks positifs ou négatifs. Parce que en fait, quand on le fait pas, il y a des choses qui vont s'enquister très vite. Hem, donc pour moi, voilà, voir au bout de quelques semaines, de mois qu'il y a pas de feedback individuel, il y a pas de rétro, ça, c'est des choses qui me mettent un peu la puce à l'oreille. Je me fais: «Bon, il y a peut-être des petites choses à craquer assez rapidement». OK.
Merci beaucoup.